À North Vancouver, au début du mois de mars, apparaissent les signes avant-coureurs d'une tragédie sur le point de frapper le pays. On détecte au Lynn Valley Care Center la première éclosion de la COVID-19 dans une résidence pour personnes âgées au Canada. We now have 2 of the residents who have tested positive. Dans un message chargé d'émotion, la médecin en chef de la province implore la population de ne plus rendre visite aux personnes âgées. I'm asking people to consider not coming together, particularly if you have people in your gathering who are elderly, who are more Je pense qu'elle était émue parce que ce sont des gens qui sont très vulnérables et ils savaient que quand un virus comme ça est dans une facilité comme ça, il y a le potentiel de beaucoup de transmission. Un des résidents infectés meurt le lendemain, le premier décès dû à la COVID-19 au Canada. Les employés du centre refusent de se présenter au travail. La situation vire au chaos. Le docteur Lesséchine est dépêché sur place pour s'adresser aux membres du personnel. Il y avait des grands problèmes dans le début de l'éclosion avec le personnel parce que les gens étaient très peur, ils ne voulaient pas travailler là. On a dû augmenter le salaire pour qu'ils continuent à travailler là. Dans les CHSLD du Québec, les éclosions sur la côte ouest semblent bien lointaines, selon un préposé aux bénéficiaires de la région de Montréal qui s'est confié à nous sous le couvert de l'anonymat car il n'a pas l'autorisation de parler aux médias. On en parlait, mais c'était pas encore comme si ça pouvait arriver à nous, tu comprends? Les gens croyaient pas que ça allait frapper aussi fort au centre d'hébergement, alors que c'était vraiment pas pris au sérieux tant que tel. Pour freiner le virus, il faut agir vite. Le 14 mars, le gouvernement Legault déclare l'état d'urgence sanitaire. Les visites aux résidents des centres d'hébergement de longue durée sont proscrites. Je suis fier de ça, de dire qu'on a fait plus de prévention jusqu'à présent qu'à peu près n'importe où dans le monde. Les autorités québécoises espèrent avoir mis les aînés de la province à l'abri du virus. C'est drôle, mais comme nos gestionnaires, je sais pas pourquoi, mais comme ils croyaient que les familles étaient comme les plus gros porteurs, alors peut-être que dans leur tête, lorsqu'ils cessaient que de famille, ça allait stopper l'avancement du virus. Mais cette stratégie n'arrive pas à contenir le virus. 4 jours plus tard, Mariette Tremblay, une résidente d'une maison de retraite de Lavaltrie, meurt. La COVID-19 se répand comme une traînée de poudre dans d'autres résidences. Contrairement au Québec, en Colombie-Britannique, dès les premières éclosions, les autorités effectuent un dépistage systématique de tous les résidents et employés des centres infectés, même ceux qui ne présentent pas de symptômes. Une analyse du milieu leur révèle que les familles n'étaient pas le principal mode de transmission, c'était plutôt les employés. On a vu que beaucoup de transmissions étaient dans les salles de personnel ou aussi avec l'équipement qui était utilisé entre patients comme les brassards de pression artérielle. Dès le 21 mars, la Régie régionale de la santé de Vancouver émet une ordonnance interdisant aux employés de travailler dans plus d'un établissement. Du jour au lendemain, les gestionnaires des résidences doivent se débrouiller autrement. Beaucoup de personnel travaillait à plusieurs établissements. C'est vraiment comment le secteur fonctionne. Alors, c'était très problématique quand on a mis cette ordonnance en place, mais on pensait que c'était nécessaire pour prévenir une grande éclosion à chaque établissement. À ce moment-là, au Québec, à la fin du mois de mars, aucune règle n'interdit le travail dans plus d'un établissement. Notre préposé, lui, travaille dans 3 centres. Il se retrouve sur la ligne de front sans avoir accès à l'équipement de protection nécessaire. Il y avait vraiment un manque de personnel. J'ai dû aider une infirmière avec un patient qui avait des symptômes un peu suspects. Le patient m'a tout de suite dessus. J'avais pas encore les visières, la protection pour le visage. Alors j'avais juste ma jaquette et le masque. Puis c'est pas suffisant pour un patient et un COVID. Une semaine plus tard, il commence à ressentir des symptômes légers et cesse immédiatement de travailler. Mais il a pu propager le virus avant que ces symptômes n'apparaissent. C'est probable. J'aurais pu transmettre ça à d'autres patients. Le 3 avril, Québec émet une consigne pour éviter, dans la mesure du possible, que les membres du personnel travaillent dans plus d'un CHSLD, mais la pratique n'est pas interdite.
Après sa période de quarantaine, notre préposé retourne au travail dans plus d'un établissement, la seule façon pour lui de joindre les deux bouts. Il a maintenant accès à un équipement de protection adéquat, mais en raison du manque de personnel criant au Québec, il dit devoir parfois passer de la zone chaude à la zone froide d'un même établissement. Alors, même si je suis dans le même site, je peux travailler avec mon 2 étages. Comme il n'y a pas de personnel, on peut travailler avec ma 2 places qui sont, disons, COVID, puis comme un autre qui n'est pas COVID. Alors, ça fait en sorte qu'on peut le propager sans même le savoir. Par courriel, le ministère de la Santé du Québec dit qu'il arrive exceptionnellement que nous soyons dans l'obligation de déplacer des employés d'un site à l'autre pour éviter la rupture de service. La Colombie-Britannique, elle, a instauré un programme de compensation de 10 millions de dollars par mois pour les employés touchés par l'ordonnance limitant le travail à un seul établissement. Tous les travailleurs reçoivent un salaire équitable et une stabilité d'horaire afin qu'ils puissent travailler sur un seul site sans difficulté financière ni interruption des soins aux patients. La Côte-Ouest a évité le pire grâce au dépistage systématique des résidences touchées et des restrictions draconiennes sur le mouvement de personnel. Une quarantaine d'établissements ont été touchés, alors qu'au Québec, c'est plus de 400. 2 provinces, 2 approches différentes et des résultats aux antipodes dans cette lutte contre un ennemi commun. Love you.